Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire des Supply Chain Leaders. Nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir partager l'expérience de Fleury Michon, un des leaders de l'industrie agroalimentaire française. Merci à Stéphanie Ricot, responsable de la Supply Chain Amont chez Fleury Michon sur la partie libre-service, qui va nous expliquer comment la Supply Chain de Fleury Michon s'est digitalisée et est devenue plus agile, ce qui lui a permis de répondre aux enjeux de transformation du groupe, mais aussi aux contraintes du monde post-Covid. La présentation durera 30 minutes et sera suivie d'une session de questions-réponses de 15 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire dans la section Q&A en haut de votre écran. Je laisse à présent la parole à Stéphanie pour commencer cette présentation. Donc, merci Naïri pour cette introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc voici comment va se dérouler ce webinaire. Donc je vais tout d'abord vous présenter l'entreprise Fleury Michon, donc en précisant les transformations que l'entreprise a opérées ces dernières années, mais aussi celles qui se passent en ce moment. Nous verrons ensuite ce que ça implique comme challenge pour la supply chain. Et puis, je vous expliquerai comment nous avons digitalisé les processus prévision et planification à l'aide de FutureMaster. Et puis, pour terminer, donc petit focus sur l'actualité récente avec un partage de notre expérience sur la manière dont nous avons essayé de gérer les perturbations liées à la crise sanitaire. Alors, donc pour commencer, comme vous pouvez le voir, donc Fleury Michon, c'est une entreprise familiale française, et ce depuis 5 générations. L'aventure a démarré en 1905 avec 2 fondateurs, donc Félix Fleury, qui s'associe à Gustave Michon, son beau-frère. Donc, ils ont développé tous les deux une activité de charcuterie, donc avec des produits qui sont vendus donc au début du siècle chez des grossistes et des charcutiers. Donc le tournant majeur donc dans l'activité de Fleury Michon, ça va être le développement du libre service dans les années 1960-1970, et donc en 1964, Fleury Michon lance ses gammes de produits de charcuterie en libre service dans les grandes surfaces. S'ensuit ensuite une autre date importante, 1974, où là, Fleury Michon crée les plats cuisinés frais. Donc des plats qui sont cuits à basse température sous vide et qui sont donc commercialisés également en grande surface à partir de 1974. 1990, c'est la naissance d'un nouveau marché, le surimi, donc un produit à base de chair de poisson issu de la cuisine japonaise. Et puis on retrouve ces 3 activités qui sont toujours nos piliers à l'heure actuelle, la charcuterie, le traiteur et le surimi. Alors, quelques dates clés plus récentes. En 2004, nous sommes la première marque à lancer une gamme de jambon bio en libre service. En 2015, c'est la filière GEM qui est lancée. Donc là, c'est une filière de charcuterie qui est issue d'animaux qui sont nourris sans OGM et traités sans antibiotiques. Et puis, dans les lancements encore plus récents, donc de l'année dernière, on peut citer le démarrage de la gamme de charcuterie zéro nitrite, donc de la charcuterie sans conservateur, avec un goût et une couleur naturelle. Et puis aussi le lancement d'une gamme de plats cuisinés, donc en barquette de bois, avec des recettes cuites au four, et puis donc contenues dans un emballage en bois, donc ce qui permet une réduction de 80% de l'utilisation du plastique. Alors, quelques repères en termes de chiffres. Fleury Michon, c'est un chiffre d'affaires en 2019 de presque 748 millions d'euros. C'est 3800 salariés environ. En nombre de produits vendus chaque année, on est autour de 375 millions. Et puis, ce sont 10 unités de production en France et 4 à l'étranger.
Donc, si on revient maintenant sur le périmètre France et l'activité libre-service, donc qui représente la majeure partie de notre chiffre d'affaires. Donc, voici un rapide aperçu des produits que nous commercialisons à marque Fleury-Michon. Donc, on a notre gamme charcuterie avec des jambons de porc, des filets de volaille, des aides culinaires qui peuvent être des émincés de poulet, par exemple, ou des dés de jambon. On a aussi une gamme de rôtis, et puis on a aussi une gamme halal. Sur l'activité traiteur, donc comme vous pouvez le voir ici, on a un échantillon d'une gamme de produits assez large, que ce soit en termes de recettes ou en termes de contenants pour s'adapter aux différents usages, que ce soit un usage nomade ou à domicile. Et puis le surimi avec des recettes classiques comme le bâtonnet de surimi, mais on a aussi des bâtonnets fourrés au fromage ou des noix de la mer à poêler. Donc Fleury-Michon est une entreprise, comme on a déjà pu le voir, qui se transforme. Alors on a un projet d'entreprise intitulé Aider les hommes à manger mieux chaque jour. Et ce projet nous guide dans ces transformations. Donc cela passe par un engagement fort en ce qui concerne les filières d'approvisionnement, et ce, dans le but de fournir des produits toujours plus qualitatifs. Donc, on a déjà parlé de la filière bio et de la filière GEM. Je ne vais pas toutes les citer, mais on peut noter la filière bleu blanc cœur ou la filière label rouge en charcuterie, ou encore la filière pêche durable pour le surimi, par exemple. On travaille également sur les aspects nutritionnels de nos produits. Donc, nous avons signé plusieurs chartes d'engagement nutritionnel. Et puis, nous avons été aussi les premiers industriels donc, à apposer le Nutri-Score sur nos produits. Et puis, on peut aussi parler du partenariat donc, que nous avons eu avec Joël Robuchon à partir de 1987, qui nous a beaucoup aidé à supprimer le plus d'additifs, à supprimer les additifs dans nos produits, sans pour autant transiger sur le plaisir. Alors, un autre axe de transformation pour Fleury-Michon, c'est sa diversification sur d'autres marchés, tels que le catering aérien ou la restauration hospitalière, ou encore la livraison de repas en entreprise avec nos entités Room Saveur et Good Morning. Donc, comme vous pouvez vous en douter, et on va le voir plus tard, toutes ces transformations ont eu un impact non négligeable sur la supply chain. Et ce sont nécessairement des contraintes ou des challenges, si on veut parler plus positif, que la supply doit obligatoirement intégrer. Alors justement, ces challenges, quels sont-ils? Et puis comment sommes-nous organisés pour y faire face? Alors, je vais vous présenter donc l'organisation opérationnelle. Je vais commenter la boucle que vous voyez à l'écran à l'envers, donc en commençant par le cercle numéro 5, qui représente toute la partie supply aval, c'est-à-dire la réception des commandes, la préparation, l'expédition et la livraison de celles-ci. Alors, quelques chiffres pour quantifier tout ça. C'est en moyenne 1600 tonnes qui sont livrées par semaine. Ça correspond à 1 million de cartons et environ 6500 commandes. Donc, tout cela est géré par différents services logistiques. On peut citer entre autres la relation client pour les commandes, l'exploitation transport, la supervision logistique, donc qui surveille l'adéquation entre les stocks et les commandes. Donc, car effectivement, la spécificité de notre activité, c'est le délai très très court entre le moment où on reçoit la commande et le moment où elle est expédiée. En moyenne, nous ne disposons que de 3 heures entre ces deux opérations. Donc,
on comprend bien que conjugué au fait du fait que pour fabriquer un produit, cela nous prend entre 3 jours et 3 semaines en fonction des recettes, il est évident que nous devons travailler exclusivement sur stock. Donc ça signifie que la production doit avoir été faite avant la commande. Et on ne peut pas non plus se permettre d'avoir des niveaux de stock très hauts, car l'autre spécificité de nos produits, c'est la durée de vie de ceux-ci, entre 5 et 38 jours selon les produits, et puis avec un contrat date également garanti aux clients, qui représente en général 2/3 de la durée de vie. Donc, si je continue à dérouler la boucle, pour pouvoir produire, il faut avoir approvisionné au préalable les matières premières. Donc, dans certains cas, ces matières premières, elles sont en stock, mais dans d'autres cas, elles sont fournies pour chaque production, en particulier lorsqu'il s'agit de matières premières fraîches. Donc, nous avons une équipe d'approvisionneurs qui gère les commandes d'appro auprès de 500 fournisseurs environ. Et puis ces commandes, elles sont passées en fonction du programme de fabrication qui est établi chaque jour par les planificateurs. Donc les planificateurs qui sont basés sur chaque site de production. Donc en fonction du type de produit et de la complexité du process, le programme de production, il est gelé de 1 à 10 jours à l'avance. Et puis au-delà, donc ce sont des programmes prévisionnels. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, ce programme il est calculé à partir de prévisions de vente qui sont fournies par une équipe dédiée. Donc, en prévision et en planification, nous gérons environ 1000 SKU, 1000 références. Et puis pour terminer la boucle, donc on peut noter que les prévisions, en fait, le système FutureMaster Prévision, en fait, reçoit chaque jour les historiques de vente de la veille, ce qui nous permet de les confronter avec les prévisions et éventuellement de faire les ajustements nécessaires en cas d'écart important. Alors passons maintenant à nos flux physiques. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons une usine dans les Hauts-de-France, une usine en Bretagne, et puis toutes les autres unités de production, en fait, sont situées en Vendée, assez proches les unes des autres. Concernant nos plateformes de stockage et d'expédition, donc elles sont au nombre de 2. Nous en avons une en Vendée et une au Mans, donc avec un schéma qui est relativement simple, car à l'heure actuelle, chaque produit est monoplateforme. Alors, les challenges pour la supply chain chez Fleury-Michon, donc face aux transformations qu'on a évoquées, eh bien, alors ça va être d'une part d'accompagner le développement de l'activité et de l'offre. Donc, si je prends l'exemple des filières, on est sur des approvisionnements très spécifiques, donc qui nécessitent une forte anticipation. Alors, le challenge, ça va être aussi de réussir le lancement de produits avec des DLC courtes. Tous nos nouveaux produits donc sont avec des additifs restreints ou des process en fait qui vont dans le sens de la réduction des DLC. Donc, on voit bien que ce qui va primer dans ces cas-là, c'est d'être très, très réactif pour la supply chain. Et puis tout ça, bien évidemment, sans dégrader notre taux de service. Donc, en synthèse, effectivement, on peut dire que la supply doit être à la fois dans l'anticipation, mais aussi dans la réactivité, donc en synthèse, dans l'agilité. Alors, bien justement, cette agilité, elle passe entre autres par la digitalisation de la supply chain. Donc là, vous apercevez une rétrospective du partenariat que nous avons avec FutureMaster depuis maintenant plus de 20 ans. Donc l'histoire, elle a été construite pas à pas pour répondre aux besoins et aux évolutions de l'entreprise. Donc ça a commencé fin des années 90,
où nous avons été confrontés en fait à deux problématiques. D'une part, l'entreprise avait à cette époque-là connu une croissance rapide avec des outils qui étaient plus adaptés à cette croissance. Et puis, il y avait une crainte également que les outils ne passent pas l'an 2000. Donc, c'est dans ce contexte que FutureMaster a été mis en place chez Fleury Michon. Donc, tout d'abord, sur la partie prévision et également sur la partie planification, mais simple niveau. Nous avons ensuite, donc en 2006, là on a été confronté à une forte augmentation du nombre de références et aussi de promotions. Et donc c'est à ce moment-là que nous avons décidé de mettre en œuvre le module de promotion avancée de FutureMaster. Ensuite, ce qui s'est produit, c'est plutôt au niveau de FutureMaster planification. Donc là, toutes nos activités étaient en augmentation. Et puis la majorité de nos outils industriels se sont trouvés saturés. Donc, on avait vraiment besoin de projeter notre plan directeur industriel de manière beaucoup plus analytique. On avait besoin de ça pour valider de façon objective les investissements industriels supplémentaires, mais également pour éviter des investissements inutiles. Donc, pour nous aider à faire ces choix, on a pris la décision donc de mettre en place la planification multiniveau cette fois. Et ça, on l'a déployé progressivement sur l'ensemble de nos usines et de nos activités. On arrive ensuite sur la période 2012-2015. Là, on s'est concentré sur l'harmonisation en fait de nos données, avec le souhait d'avoir une seule prévision sur tout l'horizon, nécessaire pour l'ensemble des acteurs. Donc, on a travaillé donc sur la mise en place du module budget et puis du processus SNOP. 2018-2019, là on change d'entité, donc et c'est chez notre filiale Roomsaver qu'on a mis en place le module prévision et DRP de FutureMaster, donc avec l'idée d'harmoniser le plus possible ce qui a pu être fait sur la partie GMS France, mais en prenant également en compte ces nouveaux flux et ces nouveaux marchés et clients qui sont différents de ce qu'on peut connaître sur la partie libre-service. Et puis, on en arrive donc à maintenant, 2020-2021. Donc là, on est au démarrage d'un nouveau projet avec FutureMaster sur la partie planification de l'approvisionnement de nos plateformes, afin d'être en mesure d'être capable de gérer des produits qui soient multiplateformes. Comme je vous le disais tout à l'heure, là, on est dans un schéma assez simple, mais on est convaincu que nous devons aller vers des produits qui soient en stock à 2 endroits différents. Et pour cela, donc, on a besoin de faire évoluer nos outils. Alors, je vais maintenant vous présenter notre processus opérationnel. Donc, quand on parle de processus opérationnel, en termes d'horizon, ça part d'aujourd'hui jusqu'à la semaine S+17, soit un petit peu plus de 4 mois. Alors, les données d'entrée de la prévision, il y en a trois principaux. Tout d'abord, l'historique des ventes, donc sur lequel nous appliquons un modèle statistique à l'aide de FutureMaster pour calculer la tendance et la saisonnalité. Nous travaillons également sur la dépollution de cet historique et nous intégrons également le paramétrage des jours fériés dans le passé et dans le futur. Un autre élément très important qui est pris en compte, ce sont les activités de promotion et donc les prospectus par exemple et les actions marketing. Donc là, ça peut aller du bon de réduction sur un produit à une vague de pub TV. Et dans ces cas-là, donc on utilise également FutureMaster pour définir les meilleurs profils de vente. Et puis un dernier point
que nous intégrons également en données d'entrée. Alors bien évidemment sur un horizon beaucoup moins long, seulement 2 à 3 semaines, parce qu'on n'a pas de vision au-delà. C'est la météo, parce qu'on a bon nombre de nos produits qui sont météo sensibles. Donc on intègre un coefficient multiplicateur météo pour les produits concernés. Donc tout cela nous donne une prévision centralisée avec des données qui sont quotidiennes, qui peuvent être actualisées en permanence. Et nous calculons cette prévision donc à un niveau agrégé en premier lieu pour la modélisation, et puis nous l'éclatons à un niveau beaucoup plus fin qui est le niveau SKU client livré. Et toutes ces données donc sont envoyées, cette prévision est envoyée 2 fois par jour, donc dans notre base planification. Donc cette prévision va être utilisée pour 3 éléments principaux. Donc le premier auquel on pense, c'est le plus important, donc ce sont les programmes de fabrication. Donc le programme de fabrication, on peut dissocier en fait 3 horizons. D'abord, quand on va regarder donc de la semaine S+4 à la semaine S+8, là, il va falloir confirmer que la capacité de notre usine est satisfaisante. Et puis, si c'est pas le cas, de décider s'il y a lieu d'exporter certaines productions vers une autre usine. Donc, à ce niveau-là, on va prendre en compte des contraintes telles que les fermetures d'usines pour travaux, par exemple. Donc, sur un horizon un petit peu plus proche, de la semaine S+1 à S+3, là, le plan doit confirmer que ce que nous avons validé précédemment est toujours conforme, et à un niveau, là, on va descendre à un niveau ligne de production. Là, on va prendre en compte des contraintes telles que, par exemple, la maintenance de certaines lignes de production. Et puis de manière encore plus proche, donc d'un horizon qui peut être selon les produits de J+1 à la semaine +1, là le programme va permettre de valider la planification et l'ordonnancement au niveau du produit. Alors du programme de production va découler un programme d'approvisionnement matières premières et emballage. Et puis, nous effectuons aussi, à partir du programme prévisionnel de production, le dimensionnement de nos équipes, ce qui peut nous amener, comme je le disais, à planifier des mobilités entre nos sites de production, ce qui est possible du fait de leur proximité, en particulier pour les sites basés en Vendée. Alors voyons maintenant le processus stratégique. Donc cette fois, nous parlons d'un horizon qui démarre à partir de la semaine S+18 jusqu'à le mois +18, donc sur un horizon de 18 mois. Donc pour la prévision stratégique, les données d'entrée sont les mêmes qu'auparavant. Par exemple, pour l'historique de vente, c'est la même chose. Les promotions et les activités marketing également. Donc, dans Futur Master, nous utilisons les mêmes modèles que dans le processus à court terme. La principale différence, finalement, c'est que nous ajoutons des hypothèses. Les promotions sont en statut d'hypothèse, et puis on peut ajouter des hypothèses de lancement de produits, par exemple, ou de développement de nouveaux clients ou de nouveaux marchés. Et puis, ce qu'on peut noter aussi, c'est que à ce niveau-là, donc on est dans une forte collaboration entre les départements pour fournir et quantifier ces hypothèses. Alors, les caractéristiques, nous sommes cette fois sur un niveau moins fin. Nous sommes toujours à l'article, au SKU, mais cette fois nous restons sur un niveau enseigne. Les données sont disponibles donc en format semaine, et puis elles sont transformées en mois si besoin. Et puis ces données sont mises à jour mensuellement.
Donc, chaque mois, en fait, nous avons, oui, ce que j'ai oublié de dire, donc c'est effectivement que ces données sont également la trame de fond, en fait, pour la construction du processus budgétaire. Et puis chaque mois, donc nous avons des revues mensuelles de prévision avec les différentes directions, donc le commercial, le marketing, l'industriel, le contrôle de gestion. Et lors de cette réunion, eh bien, nous comparons la dernière vision de la prévision avec la vision budgétaire qui, elle, est figée. Et s'il y a une différence significative, cela nous permet de la mettre en évidence et de prendre les mesures correctives s'il y a besoin. Donc, comme sur l'horizon opérationnel, ces données sont également envoyées dans Future Master Planning. Et ça va donner lieu donc à diverses réunions ou échanges entre services. En premier lieu, donc ces réunions sont plutôt sur une maille trimestrielle. Et nous pouvons citer les analyses et les simulations capacitaires qui sont faites pour vérifier si notre capacité de production est conforme aux prévisions. Il y a aussi un rituel avec le département des achats pour traduire le besoin d'achat. Donc ça, c'est un processus également stratégique. Pour répondre aux besoins de l'entreprise, on doit parfois prévoir plusieurs mois à l'avance avant de faire appel à des fournisseurs. C'est le cas sur les filières comme le bio, par exemple. Et puis, le dernier axe, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Parce qu'au-delà des mobilités que nous pouvons effectuer entre usines, si nous voulons répondre aux besoins futurs, on se doit également d'anticiper et puis de traduire les besoins de l'entreprise en termes de compétences. Alors, nous avons choisi de vous montrer 4 indicateurs. Le premier, donc, c'est le taux de fiabilité des prévisions. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a un score moyen de 90%, ce qui nous, même au-delà de 90%, on est même plutôt en moyenne à 92, ce qui est très satisfaisant pour nous. Et puis on suit également donc notre taux de service et notre taux d'invendu. Puis en ce qui concerne le niveau des stocks, donc on le regarde plutôt à la famille en général. Là, on vous l'a présenté, on a fait le choix de vous le présenter au global. Donc on a en moyenne 3 jours de stock produits finis. Donc voilà, donc tout ça finalement, on ne s'en rendait pas vraiment compte, mais c'était quand tout allait bien. Et puis voilà, arrive mars 2020, et là je pense que nous avons été comme tout le monde, et en tout cas comme beaucoup de gens, très surpris et pas vraiment dans l'anticipation, en tout cas sur les premiers jours. Mais bon, il a fallu réagir très vite. Donc les impacts, quels ont été les impacts donc pour la supply face à la crise sanitaire? Donc la première chose, c'est qu'on a eu une demande très très perturbée. On a eu une forte augmentation sur certaines familles, le jambon de porc par exemple. D'autres familles ont été en forte augmentation sur les premiers jours du confinement, puis en régression, comme les plats cuisinés. Et puis on a eu quasiment des arrêts sur d'autres activités, comme le catering aérien, qui s'est retrouvé du jour au lendemain complètement stoppé. On a fait face aussi, on a subi également des situations de saturation de certains outils industriels ou logistiques, et puis dans d'autres cas de la sous-capacité. Et puis, bien évidemment, on n'était pas les seuls à avoir des difficultés. Donc, nos fournisseurs en avaient aussi. Donc, on a été confrontés très rapidement également à des difficultés d'approvisionnement. Donc, oui, comme on peut le résumer, donc une supply chain, cette période-là qui a été très perturbée et sous tension. Alors, quelle a été notre réaction? Ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'on n'a pas changé
en ce qui concerne nos outils, on a vraiment utilisé nos outils habituels, mais on a adapté nos processus. Donc, on a rajouté des données d'entrée pour l'élaboration de la prévision, comme par exemple l'analyse des ventes du jour même. On n'attendait pas, comme habituellement, d'avoir les historiques de la veille. On a fait aussi le choix, dans certains cas, de brider les prévisions en fonction des contraintes capacitaires qu'on pouvait avoir. Je m'explique. Certaines journées, par exemple, notre plateforme logistique était saturée. Donc, il était inutile d'envoyer la demande réelle en production et de mettre, entre guillemets, le feu à l'usine, tout en sachant que même si on parvenait à produire, on ne parviendrait pas à expédier. Et puis, le plus important, je dirais, ce sont toutes les réunions d'échange, en fait. Alors, ce sont finalement ces réunions d'échange qui ont lieu habituellement une fois par mois dans notre processus stratégique. Mais ces réunions, nous les avons organisées 1 à 2 fois par semaine, donc avec les différentes directions. Et chaque direction pouvait ainsi apporter son regard, son analyse de la situation. Et ça nous a permis de prendre collectivement une décision sur l'orientation des prévisions sur les jours et semaines à venir. Donc, comme habituellement, en fait, cette prévision travaillée un petit peu différemment, mais avec les mêmes outils, a été envoyée 2 fois par jour dans notre environnement Future Master Planification. Ça a permis aux industriels d'analyser les programmes, de faire parfois des propositions d'optimisation ou de simplification de la gamme pour gagner en productivité ponctuellement. Les équipes achats et les approvisionnements, eux, quant à eux, ont travaillé d'arrache-pied pour mettre en place des solutions de substitution quand c'était possible. Et puis, du côté des équipes RH, donc là, il y a eu énormément de travail de fait pour favoriser la mobilité des équipes et puis ainsi éviter le chômage partiel sur certaines unités et pouvoir répondre aux besoins d'augmentation d'activité sur d'autres. Et puis pour boucler le tout, en fait, tous ces éléments ont servi de données d'entrée à la prévision quand cela entraînait des contraintes capacitaires. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de façon synthétique, donc sur la façon dont Fleury-Michon s'est adapté et a géré et gère encore, parce qu'on n'en est pas sorti, cette période de crise sanitaire. Alors, je vais terminer ce webinaire par un retour d'expérience sur ce qui nous semble important dans la mise en place d'une supply chain agile. Tout d'abord, je dirais que c'est un investissement à long terme, que ça ne vient pas comme ça d'un claquement de doigts et qu'il faut du temps pour convaincre et impliquer tout le monde. Alors, je compenserai en facteur clé par mentionner le soutien de la direction, qui est un élément indispensable à nos yeux. Il faut aussi avoir des outils informatiques qui soient à la fois robustes et agiles, sans que ce soit contradictoire, justement. Et puis, au centre du triangle, probablement le plus important, l'humain avec des équipes compétentes et motivées et puis un processus également qui doit être animé quotidiennement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Naïri. Merci Stéphanie pour cette présentation vraiment très claire. Vous avez vraiment bien expliqué pourquoi il est indispensable aujourd'hui pour les entreprises dans cette nouvelle ère post-Covid de mettre en place une supply chain agile. Donc nous allons à présent commencer la session de questions-réponses. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Donc nous allons tenter dans les 15 minutes à venir de répondre à un maximum d'entre elles. Alors la première question, Stéphanie, est-ce que la mise en place de Future Master vous a permis d'améliorer la fiabilité de vos prévisions?
Alors effectivement, la mise en place de FutureMaster, ça remonte à longtemps chez Fleury Michon. Donc oui, effectivement, ça nous a permis de manière évidente d'améliorer la fiabilité de nos prévisions parce que tout simplement, avant FutureMaster, les prévisions, je pense, d'après ce qu'on m'a dit, il y en avait quand même, mais elles étaient basées sur la moyenne des 3 dernières semaines. Donc effectivement, très vite, ça nous a permis de gagner en fiabilité. Et puis, ce qui est important de signaler aussi, c'est qu'on a réussi à atteindre un taux de fiabilité de 90%, supérieur à 90% assez vite. Mais ce qui nous semble important aussi, c'est en fait, toutes les évolutions qu'on a faites dans le fonctionnement de nos preuves avec FutureMaster, ça nous a permis de maintenir ce taux malgré une complexité de plus en plus accrue et une multiplication de notre nombre de références. Ok, super. Alors, une autre question toujours relative, enfin, en lien avec la fiabilité. Donc, je lis, donc, dans la présentation, vous évoquez le taux de fiabilité des prévisions sur l'année 2019. Comment a évolué cette fiabilité en 2020 avec la crise sanitaire? Alors effectivement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la demande a été très très perturbée et effectivement la fiabilité a chuté sur les mois de mars-avril. Nous sommes tombés sur une fiabilité autour de 75%, donc une grosse chute par rapport à ce que nous avons habituellement. Ceci dit, ça restait quand même correct au vu des perturbations que nous avons subies. Et puis dans le même temps, donc forcément le taux de service s'est également dégradé, mais de façon quand même maîtrisée. Nous avons perdu environ 10 points de taux de service pendant cette période. C'était peu, je pense qu'on ne pouvait pas vraiment faire mieux. Et puis ce qu'on peut voir, c'est que depuis le mois de juin, même si la situation est loin d'être revenue, d'être complètement stable, nous avons à la fois en taux de fiabilité de prévision et en taux de service retrouvé des indicateurs similaires à ceux de 2019. D'accord. Alors, envisagez-vous de faire appel aux technologies de machine learning de FutureMaster pour votre demand planning? Et si oui, pourquoi? Alors, ce sont des technologies, pour l'instant, nous n'avons rien de planifié en termes de projet sur la mise en place de ces nouvelles technologies. Ceci dit, nous sommes vraiment à l'affût, car on pense que c'est quelque chose qui va probablement nous servir dans les années à venir. Donc, on y réfléchit en particulier sur la partie météo. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on utilise déjà un coefficient météo, mais c'est vrai qu'il est élaboré de manière assez pragmatique et à un niveau très agrégé. On se dit que demain, si on a besoin d'appliquer des coefficients météo de façon plus régionale ou au client, on passera probablement par des technologies de machine learning telles que FutureMaster commence à les proposer. On commence aussi à réfléchir à l'utilisation potentielle de ces algorithmes pour la partie promo. Donc non seulement pour nous aider à prévoir les quantités promotionnelles, mais peut-être aussi si demain nous ajoutons dans l'outil des notions financières telles que le chiffre d'affaires ou des notions de marge, peut-être pouvoir en ressortir des propositions de plans de promotion optimaux en rentabilité tant pour nous que pour nos clients. Donc, c'est des sujets, oui, effectivement, sur lesquels nous réfléchissons et nous sommes à l'écoute de tout ce qui se passe. D'accord. Alors, toujours concernant les promotions, comment abordez-vous les promotions, sachant que la GMS ne donne pas forcément de vision plus lointaine que 3 mois? Alors,
3 mois, oui. Je pense qu'on a en général quand même une vision chez certaines enseignes qui peut aller jusqu'à 4 à 6 mois, mais effectivement, c'est très rare d'avoir des choses qui sont confirmées au-delà de cet horizon. Et pour autant, nous avons besoin d'intégrer ces notions dans notre prévision. Donc c'est vrai que chez Fleury Michon, il y a eu une réelle avancée depuis assez peu de temps, mais il y a eu un gros travail de fait par les équipes commerce en fait pour essayer de bâtir des plans promotionnels sur un horizon plus long, donc des plans tentatifs. Et puis on a aussi mis en place des rituels justement avec le commerce pour qu'ils nous les transmettent au mieux, ces informations, et qu'on puisse être en mesure de les retraduire dans Futur Master. Et même si c'est jamais exact, c'est toujours mieux que de faire une reconduction basique de ce qui s'est passé les années précédentes. D'accord. Donc à présent, une série de questions sur la crise. La crise du Covid a-t-elle renforcé l'esprit collaboratif au niveau des équipes? Alors, renforcer, je ne sais pas. Je pense qu'il fallait de toute façon que l'esprit soit présent au préalable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la crise l'a vraiment mis en exergue, et que l'esprit collaboratif entre les équipes, c'était un facteur, et c'est un facteur indispensable en fait pour passer, en tout cas pour vivre le moins mal possible une crise sanitaire de cette ampleur. D'accord. Et alors, j'allais dire le corollaire, mais non, pas vraiment. La crise du Covid a-t-elle renforcé la collaboration avec les distributeurs? Alors oui, c'est vrai que ça a été quelque chose de très appréciable, parce que vraiment, sur la période très compliquée des mois de mars, avril, mai, il y a eu une collaboration très, très intéressante avec des distributeurs. Enfin, tout le monde avait intérêt à aller dans le même sens pour pouvoir fournir, approvisionner les produits en rayon. Donc c'est vrai qu'il y a eu des initiatives de la part de quasiment toute la distribution pour accepter des contrats dates légèrement dépassés, et puis aussi des gros efforts de fait pour ne pas faire de facture de pénalité en cas de rupture comme habituellement. D'accord. Alors, les dernières questions. Quel est le gain majeur que vous a apporté l'outil de planification de Futur Master pour faire face à la crise? Alors en fait, je pense qu'on imagine même pas comment on aurait pu faire si on n'avait pas eu cet outil de planif, parce que effectivement ça nous permet, même en dehors des périodes de crise, finalement de voir quasiment instantanément où sont nos goulets d'étranglement, et puis de pouvoir mettre en place des solutions alternatives pour répondre au mieux à la demande. Et ça, on le fait en direct dans l'outil. Donc l'identification des goulets, la mise en place de simulations, et puis le choix du modèle de fabrication qui va être retenu. Donc oui, D'accord. Alors, les deux dernières questions. Est-ce que la crise sanitaire a permis de mettre en avant la valeur délivrée par les équipes supply chain au sein du groupe? Oui, effectivement, ça c'est sûr. Il y a eu un coup de projecteur de mise sur les équipes supply. Je dirais aussi sur les équipes industrielles. Donc c'est deux secteurs où en général les personnes travaillent plutôt dans l'ombre, et ça a permis de partager finalement des problématiques opérationnelles et quotidiennes que d'habitude les équipes traitent entre elles. Cette fois, ça a permis de les partager avec d'autres directions.
Donc c'était appréciable et là, ça a permis aussi aux différentes directions de se rendre compte des problématiques qui pouvaient être gérées au quotidien par ces équipes. Et puis pour nous, c'était aussi très enrichissant en fait d'avoir un regard différent. Un commercial ou quelqu'un du marketing ne va pas du tout aborder les choses de la même manière et ça nous a aidé, je pense, à prendre du recul et à trouver, à être innovant dans les solutions. D'accord. Alors, écoutez, la dernière question. Quelle leçon majeure tirez-vous de la crise sanitaire pour la supply chain? La leçon majeure que je retiendrai, c'est qu'effectivement, la supply, elle a été énormément mise à l'épreuve pendant cette période. Et comme je le disais tout à l'heure dans les facteurs clés de succès, donc on a besoin d'agilité et de robustesse au niveau de nos outils informatiques, mais également au niveau de nos équipes. Les équipes, il faut qu'elles soient à la fois agiles et solides. Et la leçon, je dirais que c'est vraiment ces points-là qu'il faut cultiver pour l'avenir. Super, écoutez, merci beaucoup Stéphanie. Donc, robustesse et agilité, c'est ces mots-là qu'on retiendra pour terminer ce webinaire. Donc, encore un grand merci à vous et merci aussi à l'ensemble des participants aujourd'hui. Nous sommes très intéressés par votre feedback. N'hésitez pas à prendre un instant pour remplir le questionnaire en ligne que vous allez recevoir. Et pour terminer, nous vous donnons rendez-vous les 17 et 18 novembre prochains sur la zone Future Master Live du Supply Chain Event à Paris pour écouter les témoignages d'Aribo, Candia, L'Oréal, Petit Bateau ou encore Wonderbox, qui sont tous des clients Future Master. Sinon, le programme Supply Chain Leaders Webinars continue et la prochaine session sera annoncée très bientôt. Voilà, très bonne journée à vous. Merci encore.